Salut à tous, c'est Lado Vintage et aujourd'hui on va parler de mes premières lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Alors je reviens pas sur les sous-catégories, j'ai placé quoi dans quoi, je vous laisserai aller voir la fameuse vidéo, je vais juste vous faire un retour sur ce que j'ai déjà lu. Ça avance plutôt bien. Actuellement il me reste, je crois que c'est 5 romans et une série de mangas et une autre où ce sera fini aujourd'hui je pense. Alors le premier livre que j'ai lu pour ce Pumpkin, c'est 6 pieds sur terre de Antoine Dolle, donc aux éditions Robert Laffont dans la collection L'Incendie. Je crois que c'est le roman qui ouvre cette nouvelle collection qui l'inaugure. Donc comme vous savez, moi ça faisait très longtemps que je vous bassine avec ça et que je veux lire Antoine Dolle et que je ne le fais pas parce que j'aime beaucoup la personne derrière l'auteur. Et du coup je me suis lancé dans celui-ci. Donc ici on va suivre deux personnages principalement, c'est Camille et Jérémy. Donc au début du roman on va les découvrir chacun de leur côté. Donc on va découvrir le passé de Camille quand elle était enfant, également celui de Jérémy. On va découvrir aussi certains traumatismes dus à leur entourage, ou à ce qui s'est passé chez eux. Et va résulter des cicatrices, mais des traumas aussi qui vont les poursuivre à l'âge adulte. Parce qu'ensuite on va les retrouver donc à l'âge adulte. Camille et Jérémy sont ensemble, sont en couple. Et dans le roman, c'est écrit derrière, donc je vous le dis, il n'y a pas de spoil. Camille va vouloir un enfant, mais Jérémy n'est absolument pas prêt à ça, quoi. Grosso modo, c'est ça. Donc après, si je rentre dans les détails, je vous dirais que Camille, c'est un peu une justicière, c'est un peu une fille qui ne supporte pas l'injustice, qui est toujours là pour défendre les faibles. Vu son passif, vous comprendrez en le lisant. Et Jérémy, lui, c'est quelqu'un qui affronte la dépression au quotidien, dû à pareil, à un traumatisme d'enfance. Il a perdu sa mère assez jeune. Et il va en résulter beaucoup plus de choses derrière. Pareil, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça fait vraiment partie du processus de l'auteur pour nous faire comprendre le pourquoi du comment. Donc comme je vous le disais il y a 5 minutes, moi j'avais très hâte de le lire. Et au final, je suis très ennuyé de dire que je ne saurais pas vous dire si c'est pas que j'ai pas aimé, mais ça l'a pas fait. Pourquoi, je ne sais pas. Écoutez, ça va faire un petit moment que je l'ai lu, Oh, ça fait quelques semaines quand même. Je retourne le problème dans ma tête, je trouve pas à savoir pourquoi, comment. L'écriture est absolument magnifique. Le sujet est très intéressant et important à exploiter. On va défendre aussi les gens atteints de dépression et leur expliquer le pourquoi du comment, et que c'est pas quelque chose qu'on gère. C'est vrai que quand on n'est pas dépressif, on ne peut pas comprendre vraiment quelqu'un qui est en dépression, qui vit la maladie de la dépression. Et du coup, je ne sais pas. Je dirais pas ennuyé peut-être. C'est quelque chose d'assez noir par contre, c'est quelque chose de très noir, ça respire pas la joie de vivre, on est d'accord. On va vraiment être dans les méandres de la psychologie des deux personnages. Il y a des moments très durs. On voit que le personnage de Camille essaye d'aider Jérémy, elle fait des pieds et des mains, elle fait tout ce qu'elle peut, elle n'y arrive pas, mais en même temps, tant que le personnage lui-même, Jérémy, n'essaye pas aussi de s'en sortir, elle ne peut pas vraiment l'aider. Mais c'est même plus compliqué que ça. Enfin, je ne peux pas rentrer dans les détails, et je ne veux pas de toute façon, parce que je suis mal placé pour en parler. Mais ouais, une lecture assez noire, assez dure. Alors si vous êtes pas dans des bonnes vibes, bah n'y allez pas, parce que ça va vous achever. Moi je pense qu'à ce moment-là, je l'ai lu, je devais pas être super au top. Donc si vous n'allez pas très bien, ne lisez pas ce roman. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Antoine Dolle a une façon d'exprimer les émotions, les sentiments. À travers ses mots, il va arriver à en donner, comment je pourrais dire ça, quelque chose de palpable. Par exemple, pour parler de quelque chose qui ne va pas, il va être dans les termes de briser, de casser, Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose de très physique. Et du coup, on arrive vraiment à visualiser les émotions qu'il veut nous faire ressentir de ces personnages. J'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit. Il y a des belles phrases, il y a des belles envolées. Franchement, c'est très bien écrit. On sent qu'il maîtrise parfaitement son sujet. Mais vous dire pourquoi, comment, je peux pas vous dire, je sais pas. Mais je suis premier déçu, parce que moi, j'étais au taquet. Je le voulais absolument, lire et tout. C'est tout. Est-ce que c'était pas le bon moment? C'est peut-être possible, je ne sais pas. De toute façon, je le garderai, je retenterai, bon pas demain, mais je retenterai un jour. Et on verra bien après, c'est pas grave. J'ai vu qu'il avait de très bons retours, de toute façon ça se comprend tout à fait, et qu'il était apprécié par beaucoup de monde. Moi, je ne remets pas en doute le talent de l'auteur ni rien, c'est un sentiment personnel. Je ne peux pas vous en dire plus, je sais pas. Ensuite, je suis passé du coup à une lecture un petit peu plus légère, parce que quand ça se passe comme ça, on n'a pas envie
de rester dans un mauvais passage de lecture. Donc j'ai lu quelque chose de beaucoup plus léger. J'ai lu l'adaptation en roman de Gremlins, donc le film de... C'est produit par Spielberg, je crois que c'est pas Spielberg qui l'a fait, c'est Joe Dante qui l'a fait. Donc c'est produit par Spielberg d'après le scénario de Chris Columbus, et c'est écrit par George Gipp. Bref. Et du coup, donc ceux qui connaissent le film, forcément des années 80, il n'y a pas de grand mystère en relisant ce livre. Hein. Je vous rappelle que les Gremlins, c'est... avant tout, ça se passe à Noël, et il y a Monsieur Pelzer qui cherche absolument un cadeau original à son fils Billy. Il finit par aller à Chinatown, et il va tomber dans un espèce de vide-grenier, un petit boui-boui chinois qui sent un peu le renfermé, où il y a plein de poussière et tout. Et il va découvrir une petite bestiole assez singulière. Le chinois dans un premier temps ne va pas vouloir lui vendre, et finalement il va négocier avec le petit-fils qu'ils ont absolument besoin d'argent. Je pense que la boutique ne tourne pas plus que ça du vieillard, et il va repartir avec le fameux Mogwai, avec 3 consignes. Il ne faut pas le mouiller, il ne faut pas l'exposer à la lumière du jour, et il ne faut pas lui donner à manger après minuit, sinon il y a des conséquences assez graves. Et c'est ce que dit le vieillard en même temps, parce qu'il ne veut pas le vendre justement. C'est ce qu'il dit à Monsieur Pelzer. Il lui dit, écoutez, je ne veux pas vous le vendre, avoir un Mogwai, c'est avoir beaucoup de responsabilités. Bref. Il ramène à Billy qui est complètement en joie de découvrir cette petite bestiole et qu'il adopte très vite. Mais malheureusement, ce qui va arriver finit par arriver. Gizmo est d'abord mouillé, donc on se rend compte que la petite bête se multiplie au contact de l'eau. Et elle finit par manger après minuit. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc concernant le film, moi je l'ai vu des millions et des millions de fois. J'adore ce film, le 1 comme le 2, j'adore les deux. Et dans le livre, alors, on va dire on prend les mêmes et recommence, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même l'auteur a pris des libertés, il a changé certains trucs. Alors comment vous dire ça? Pour ceux qui connaissent vraiment bien le film, vous avez un passage, vous savez, où quand Gizmo s'est multiplié, il confie un de ses Mogwai au prof de biologie, le prof de biologie de Pete. Petit garçon avec habillé en sapin. La bestiole arrive à manger après minuit. Donc le lendemain, il y a un cocon, forcément, elle est en pleine métamorphose. Et du coup, il explique, le professeur de biologie, qu'il est en état de chrysalide. C'est là que Pete, il dit, il est en pleine métamorphose comme ma mère. Enfin, ça me fait toujours rire, ce passage. Enfin, bref. Et normalement, il n'y a que Pete, Billy et le prof de bio. Dans le livre, il y a Kate. Vous voyez? Plein de petits trucs comme ça. Il y a un autre passage aussi où vous avez les Mogwai qui attachent le chien de... Comment il s'appelle le chien d'ailleurs? Je ne sais plus. Le chien de Billy après la guirlande de Noël dans le film. Et dans le livre, en fait, il se fait gronder par la mère de Billy et l'enfermer à la cave. Enfin, tout est assez différent. Parce que c'est les Mogwai en fait qui complotent et qui poussent le chien à se faire enguirlander, et c'est le cas de le dire avec la guirlande, de se faire enguirlander et de se faire mettre tout seul, je crois, un truc comme ça, je me souviens plus exactement. Et pendant ce temps-là, ils combinent des trucs à côté et ils sont en train de comploter, quoi. Donc il y a plein de petits trucs qui vont changer comme ça. Ça ne change pas vraiment la phase complète de l'histoire. Le fil rouge est toujours le même, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a des petits plus. On apprend d'où viennent les Mogwai. L'auteur, alors je pense, c'est quand même un produit officiel à l'époque. Je pense qu'il y a eu un droit de regard des studios ou des droits, donc vous savez, les auteurs et tout qui sont derrière. Donc je pense que ça n'a pas été balancé comme ça dans la nature. Ça reste quand même un produit, je pense, officiel. Il y a la fiche officielle du film dessus. Et... du coup, on apprend l'origine des Mogwai, c'était super intéressant. Et pareil, quand les Mogwai vont parler entre eux, on apprend qu'il y a une sorte de hiérarchie. Enfin, il y a quand même des petits trucs à découvrir, rien qui ne va défigurer le film culte. Mais pour les fans, je trouve que ça va apporter quelque chose. Après, faut pas être non plus pointilleux et être un fan ardu à dire faut pas toucher à une ligne de dialogue ou quoi, ok, là forcément c'est touché, je vous dis. Dans la chronologie, il y a certaines choses qui changent. Pareil au niveau des personnages qui sont pas au même endroit et tout ça. Voilà, en gros c'est ça. Moi j'ai passé un super moment, je l'ai lu très très vite. Il fait 280 pages, je l'ai trouvé sur Vinted. Écoutez, il est dans un état excellent alors que c'est sorti en 84. Donc vous voyez, franchement c'est sublime. J'ai bien aimé, c'était pas non plus transcendant puisque je connaissais l'histoire, mais j'étais content de m'y rebaigner. D'ailleurs dans la foulée j'ai regardé le film et j'ai vu les petites différences, c'était rigolo. Ensuite, je me suis attaqué à une petite BD. Alors, c'est une BD que m'avait conseillé ma grande copine Margot, qui est très très fan du Joker. Donc, ça fait partie de l'offre de cet été de DC Comics. Donc, des BD sur des grands titres à 4,90. Donc, ici, c'est Joker, mauvaise fréquentation.
Le titre peut être un peu mensonger parce qu'en fait il n'y a pas qu'une histoire, il y en a deux. La deuxième c'est l'homme qui rit. Alors, moi le Joker je le connais comme tout le monde, je pense que c'est le plus grand méchant qu'on connaisse, un des univers de comics je pense. Je pense qu'il a limite autant de succès que Batman, quoi. Enfin le Joker c'est quand même... vous vous rendez compte, actuellement il y a quand même un film à son nom qui est sorti. Donc bah, j'ai beaucoup aimé. Donc dans la première histoire, Mauvaise Fréquentation, le Joker est libéré d'Arkham, donc l'asile de Gotham. Et il y a un homme qui vient le chercher qui s'appelle Jack Frost ou John Frost, attendez je ne sais plus. Johnny Frost, voilà. Et Johnny Frost c'est une petite frappe qui aimerait bien évoluer dans le milieu des malfrats et tout ça. Et on va voir tout à travers ses yeux à lui. Et là on va se rendre compte de la folie du Joker. Et le Joker en fait quand il sort de Arkham, il se rend compte qu'on l'a un petit peu enflé. Et il veut récupérer ce qu'il a perdu. Donc il va commencer à se venger auprès de tout le monde. Et le Joker c'est vraiment une personnalité atypique, il est vraiment imprévisible. Il peut être d'une violence extrême, 30 secondes après il va se mettre à rire. Et après il va prendre quelqu'un par l'épaule, il va lui parler comme si c'était son meilleur pote. Enfin c'est quelqu'un, tu nages en eau trouble face à ce genre de personnalité. Il est fou mais il a un charisme de dingue. Donc on va voir un petit peu tous les méchants également. Batman on le voit mais pas tant que ça. C'est vraiment centré sur ce personnage. J'ai beaucoup aussi aimé, alors je sais pas si le scénario est de Brian Azzarello, le dessin de Lee Bermejo, l'ancrage de Mick Gray et les couleurs de Patricia Mulvihill. Donc j'ai beaucoup aimé aussi l'ancrage, les couleurs. Alors je suis pas un expert pour vous parler de comics, hein, mais j'ai trouvé que les couleurs étaient magnifiques et que ça servait vraiment le propos. Regardez quand vous voyez cette magnifique image. Mais ça va être toujours dans des tons très sombres. Bon, en même temps Batman ça n'a jamais été à respirer la joie de vivre. Hein. Mais attendez, je vous cherche des belles images. Vous voyez, là on se rend bien compte de la folie du personnage, quoi. Il est vraiment... Et du coup, le fameux Johnny Frost, il va se dire c'est bon, je suis avec le Joker, c'est gagné. Bah, mais mon gars, je crois que tu connais pas assez le Joker. Donc l'histoire était assez violente, que ce soit au niveau du récit, mais même avec la couleur et le dessin, ça ressortait vraiment. Il y avait quelque chose de très malsain et j'ai beaucoup aimé. La deuxième, elle était beaucoup plus classique, hein, je peux vous montrer, le Joker est pas vraiment... Vous voyez, on est dans quelque chose d'un peu plus... Ouais, classique, c'est ça. Hein. Les couleurs sont plus vives, tout ça, c'est moins... C'était sympa aussi, une enquête un petit peu plus classique, où on découvre que l'inspecteur Gordon, pardon, que l'inspecteur Gordon, il retrouve des cadavres qui sourient. Vous voyez, comme ici. Qui sont en train de sourire et vont mener l'enquête pour savoir qui a fait ça et pourquoi et comment ce fameux virus se propage. C'était sympa aussi. Mais la première, franchement, c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé dans le sens où je lis pas beaucoup de comics et que j'ai en tête quelque chose d'assez classique. Et qu'ici, ben, ça m'a un petit peu sorti de ma zone de confort et c'était vraiment pas mal. Donc, ouais, pour 4,90, je trouve que c'est bien qu'ils ressortent comme ça des titres et qui peuvent donner envie ensuite aux gens de pousser un peu plus dans l'univers des DC Comics. J'ai également lu de Anthony Lamacchia Conte de zombies. Donc ici dans cette magnifique version deluxe avec une couverture en hardback doré. Alors moi je vous l'ai déjà dit mais je le répète. Le doré mêlé avec ce petit gris, oh là là, c'est sublime. Donc je crois qu'il en reste, je sais pas si au moment où je publierai cette vidéo, vous pourrez, vous procurez cette version de luxe, mais dernièrement il en restait un tout petit peu dans cette version qui est limitée à 100 exemplaires. Et sinon il y a la version standard et la couverture est comme ceci. Donc ici on est dans des formes de contes, tout est illustré, tous les débuts de chapitres vont être illustrés par des dessins qui ont été faits par Andrea Carlo, qui a un talent de dingue. Voilà. Et la particularité de ce petit conte de zombies, c'est qu'il est fait en plusieurs parties. Vous aurez avant l'apocalypse, donc vous aurez toute une série de contes, l'entracte, et ensuite vous aurez la deuxième partie qui se passe pendant l'apocalypse. Donc moi c'est la première fois que je découvrais la plume d'Anthony Lamacchia, et je trouve que pour une entrée en matière, si vous voulez découvrir de quoi il est capable l'auteur, je trouve que ce titre, il est parfait. Parce que vous allez avoir plein de nouvelles, donc on va être dans un univers de zombies, oh, tiens Laurent merci tu nous en apprends une, mélangé à celui des fées. Alors moi au début je me suis dit, ouais c'est quoi le rapport, je comprends pas trop. Et en réfléchissant, hein, vous voyez des fois je réfléchis, ça me fait du bien. Et en réfléchissant un petit peu je me suis rendu compte que c'était logique.
Parce que sans... Bon, ça spoile pas, mais dans le récit, en fait, le zombie, ça va être un peu l'image de l'homme, mais l'homme mauvais, face à la fée qui va être la nature. Et du coup, l'homme, vis-à-vis de la nature, il y a un grand message écologique. On est d'accord, où on en est aujourd'hui, c'est un petit peu le bazar. Et du coup, la nature, sous la forme des fées, va vouloir se venger. Le fil rouge, c'est à peu près ça. Ensuite, on va avoir plein de sortes d'histoires. Et chaque histoire va apporter quelque chose d'assez, comment vous dire ça, de différent. Anthony va s'amuser à redéfinir le zombie, mais sous plusieurs formes. Ça va pas être forcément le terme premier. Vous savez, quand on vous dit zombie, vous pensez à de la viande avariée avec des yeux et une bouche qui marche et qui pue. Enfin, j'exagère le truc, mais c'est ça. Et là, le mot zombie, ça peut être aussi quelque chose vis-à-vis de la société. Enfin, il va vraiment amener tout un éventail de possibilités par rapport à la fameuse figure du zombie. Donc vous allez avoir quelque chose de très poétique. Je pensais pas ça possible. Et au final, ouais, Anthony il va s'amuser avec les zombies, en faire quelque chose de poétique, de beau. Enfin, j'ai beaucoup aimé une des nouvelles qui était vraiment pas mal, c'est l'une des premières. Vous allez avoir également de la science-fiction, du post-apo, forcément, de la fantasy, également un conte qui va se passer comme une espèce de page Wikipédia. On va vous présenter un groupe de musique que j'ai trouvé délirante, c'était vraiment très drôle. Et du coup, à travers tout ça, Anthony va nous montrer de quoi il est capable. Et j'ai adoré, j'ai trouvé que ce livre c'était une petite bombe. C'était vraiment génial. Pour vous donner une idée, moi celle que j'ai préférée, j'ai adoré La Terreur des Champs de Blé, Télévision, Metal Dead, Fiery Squad. J'ai beaucoup aimé les autres, parce qu'il y a les deux frères aussi qui étaient très, très dans l'émotion, qui étaient vraiment génial aussi. Mais je les ai tous appréciés, mais vraiment, je retiens plus celle-ci que les autres. J'ai passé un super moment, et je tiens à souligner autre chose aussi qui est très très important, c'est le confort de lecture. Parce que déjà, vous avez un petit signet à l'intérieur, donc pas besoin de marque-page, et ça, c'est du bonheur. Et en plus, j'ai trouvé qu'au niveau de la mise en page, de la qualité du papier, le papier est quand même vraiment bien. Les pages sont très blanches, c'est écrit très noir, mais vous voyez, il y a un écart entre les lignes. Enfin, tout ce qui est mis en page, je trouvais que ça apportait un confort de lecture, mais incroyable. J'ai vraiment, vraiment, vraiment passé un super moment, que ce soit au niveau du confort, que du fond comme de la forme, quoi. C'était vraiment un super moment. Je sais que j'en ai encore un d'Anthony Lamacchia dans ma palle, que je vais essayer de caler dans pas trop longtemps, mais franchement, allez-y quoi, allez-y les yeux fermés, et en plus là vous aurez vraiment toute l'étendue de son talent. Et là il a écrit Carnaval de sans rire, donc qui est plus de l'horreur du gore. Là c'est pareil, vous avez du gore, mais ça va encore, parce qu'il y a un aspect, il y a du sang et tout, mais c'est pas non plus trop trash. Enfin moi j'ai pas trouvé, après moi j'en lis, donc je sais pas si je suis bon juste pour en parler. Par contre il y a d'autres contes où j'avais l'impression d'être redevenu, vous savez, un petit garçon à qui on racontait des histoires quand il allait se coucher. J'ai vraiment retrouvé cet aspect-là et c'était vraiment plaisant, mais c'est vraiment des contes pour adultes, attention. Vous avez en jeunesse, il a Edouard Sagdos, et également du thriller avec l'inspiration. Attendez, je ne sais pas ce que. L'inspiration des best-sellers, voilà. Donc, c'est un auteur touche-à-tout qui touche un peu à tout. Merci Laurent, tu nous éclaires. C'est un auteur touche-à-tout qui va vraiment aller dans tous les genres. Et là, moi, je serais curieux de voir si il avait parlé d'écrire un livre de fantasy. Et franchement, j'aimerais vraiment découvrir, parce que Fiery Squad, c'est de la fantasy. Et je trouvais que ce conte, il était absolument mais génial. J'ai vraiment, je crois que c'est mon coup de cœur de ce recueil. Et franchement, j'ai passé un excellent moment. Et je sais qu'Anthony Lamacchia, je ne m'arrêterai pas à celui-ci. Et que l'autre, il passera prochainement. Et pour terminer, alors, j'ai découvert le premier roman de Anthony Bernard, aussi en auto-édition, donc l'histoire naturelle d'Augustin Lelièvre. Donc ici, on est dans un petit roman jeunesse qui se lit à partir de 13 ans. On va y découvrir Augustin qui, depuis qu'il est tout petit, collectionne les insectes et adore tout ce qui est biologie en fait. Donc il a son diplôme en poche, il a 21 ans. Et pour avoir un peu d'expérience, il demande à intégrer le muséum de Bordeaux pour les vacances, pour pouvoir se faire un peu la main suite à la réussite de ses examens. Augustin, il est accompagné de son ami Noah. Noah, c'est carrément l'antithèse de Augustin. Augustin, il est plutôt réservé, un peu timide, un peu renfermé sur lui-même, très discret. Et vous avez Noah à côté qui est volubile, qui parle tout le temps, qui est
qui est dans l'énergie, c'est vraiment qu'ils sont vraiment deux opposés, mais ensemble ça marche très bien en fait. C'est sa meilleure amie, il a son père également, il a perdu sa maman quand il était enfant, et il va également se lier d'amitié avec son espèce de patron, son chef au muséum d'histoire naturelle, et du coup justement ce chef là, il a une envie, c'est d'exposer des colibris de toutes sortes au musée. Ils vont dans un entrepôt, ils vont aller chercher ce qu'il faut justement pour mettre en avant cette exposition. Et au cours de la manipulation des oiseaux, Augustin il va toucher un pan, et il va se passer quelque chose d'assez bizarre. Il va se retrouver quand il était enfant, juste avant quelques jours avant la mort de sa mère. Et il va revivre tous les événements, avant de se réveiller, de se retrouver à côté du pan sans comprendre ce qui se passe, ni pourquoi, ni comment. Et à partir de ce moment-là, Augustin il va mener l'enquête, parce qu'il se dit qu'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup on va le suivre dans tout un périple, et à travers cette enquête et ce périple, on va surtout aborder le thème de l'identité. Il y a tout un passage de l'enfant à l'homme adulte. Augustin il a quand même un côté très, très enfantin qui est présent, il y a toute une candeur chez lui, une innocence, une naïveté. Et c'est quelqu'un d'assez introverti, qui n'ose pas faire les choses, qui n'a pas assez de confiance en lui, et du coup en menant cette quête pour savoir le pourquoi du comment de ce qui se passe, il va se découvrir lui-même en fait à travers cette histoire, et il va découvrir des choses sur son passé. Enfin il va y avoir plein de trucs, c'est une histoire absolument géniale. J'avoue que j'ai eu un petit peu du mal au début, parce que encore un livre, et je sais pas pourquoi, mais c'est pas que ce livre là en ce moment, je sais pas pourquoi j'ai ce problème là. C'est que j'ai toujours du mal à démarrer un roman en ce moment. Je vais lire les premiers chapitres, je vais m'arrêter. Le lendemain, je vais en lire 2-3, je vais m'arrêter. Et au bout d'un moment, je me fixe et je me dis, vas-y Laurent, lis. En fait, c'est ce que ça a fait avec celui-ci. J'ai lu quelques chapitres, j'arrêtais, je relisais, j'arrêtais, je relisais, j'arrêtais. Et au bout d'un moment, je me suis mis à le lire vraiment à me mettre dedans. Et je l'ai terminé dans la soirée, parce qu'en fait, il fait très page-turner. J'ai trouvé qu'au niveau de l'histoire, tout était maîtrisé. Je pense qu'Anthony en amont, je pense que c'est le genre d'auteur qui est architecte et non pas jardinier, et il a tout prévu. Franchement, tout est calibré au centimètre près. Franchement, c'était absolument... moi, je suis resté sur le cul. C'était super bien maîtrisé. J'ai passé un vraiment bon moment. Tout est fait en douceur. Vous savez, il y a cette candeur chez le personnage qui va transpirer aussi dans tout le livre. C'est vraiment quelque chose de naïf. On y est bien, quoi. C'est un livre où on est bien. On n'est pas vraiment dans du... Il y a des trucs durs qui se passent, mais... On n'est pas dans du trash. Anthony va toujours garder un langage correct dans son roman. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis il y a aussi toute cette histoire, parce que j'aime beaucoup. Vous voyez dans la mise en page, à chaque début de chapitre, Anthony il a mis une petite image d'oiseau. Et chaque oiseau qu'on va voir au début du chapitre va se retrouver dans le titre. Vous voyez, il y a aussi des petites entêtes qui sont super jolies. Donc il y a vraiment eu un travail à ce niveau-là. Et du coup, il y a ce fait aussi, comme Augustin travaille dans un musée, qu'on feuillette des images qui se trouvent dans un musée. Donc il y a toute une cohésion qui se fait, qu'Augustin va travailler donc, dans un secteur où on s'occupe des oiseaux. Ça va se retrouver dans les images, ça va se retrouver dans les chapitres. Et non, j'ai passé un super moment. Pour un premier roman, je trouvais que c'était super bien maîtrisé. On ne s'ennuie pas un seul instant. Ça fait du bien, c'est un livre qui fait du bien, c'était vraiment super. Donc voilà pour ces dernières lectures. J'espère que ça vous a plu. Et puis, dites-moi où vous en êtes, vous, dans le pack, si vous le faites, le pumpkin, si vous en sortez ou pas. Bon, moi ça va, j'ai bien géré, j'ai pas trop pris de livres, donc ça devrait aller. Mais bon, j'ai lu les plus courts, hein. Quand je les vois d'ici là. Il me reste des pavasses, mais il nous reste encore 2 mois, on a largement le temps. Voilà, moi je vous dis à plus tard alors. Salut!